Ces 4 dernières années n'ont pas été favorables à l'agriculture. En 2012, le gel de printemps a anéanti un certain nombre de cultures. 2013 a été une année excessivement sèche, alors que depuis 2014, c'est l'inverse. Les fortes pluies provoquent des inondations et à terme, la germination du blé, rendant alors impossible la fabrication du pain. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, la récolte de blé, elle a été, je dirais, catastrophique, mais elle est catastrophique au niveau national, ce qui est relativement rare. Et je dirais presque de mémoire d'agriculteurs vivants, on ne se souvient pas d'une année aussi catastrophique en termes de rendement. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que finalement l'implantation qui se fait à l'automne 2015 avait été plutôt très bonne, des bonnes conditions, l'élevée durant la période hivernale était parfaite, le printemps, je dirais jusqu'au mois de février-mars, il y avait un bon développement de la culture et la culture de blé était vraiment très belle. Qu'est-ce qui s'est passé après finalement pour vous expliquer, c'est la fin de cycle qui a été franchement préjudiciable. Et qu'est-ce qui a été préjudiciable? C'était à la fois la pluviométrie excessive, et c'est surtout entre le 15 mai et le 15 juin. Voilà, et ça a été sur l'ensemble de la France. Et puis le deuxième phénomène, c'est un manque de rayonnement. Il y a un moment qu'on appelle la myose, donc au niveau du noyau, et là, il faut absolument un temps plutôt lumineux et sec. Globalement, la myose dure 48 heures, donc vous voyez, c'est vraiment des fenêtres très courtes, mais pour autant, ça peut être rattrapé avant ou après, si le temps le permet. Sauf que là, finalement, on a eu un mois de temps exécrable, pas de rayonnement et pluviométrie excessive. Finalement, le rendement du blé a été fortement impacté. Alors que les récoltes françaises avoisinent habituellement les 40 millions de tonnes, cette année, elles ne devraient pas dépasser les 30 millions. Pour pérenniser son exploitation, il existe aujourd'hui des assurances récoltes prenant en compte les événements climatiques. Le niveau de l'assurance est fonction du capital que vous assurez et de la franchise sur laquelle vous optez, et puis des options que vous prenez. Donc que vous ayez une exploitation, si je caricature, de 100 hectares, ou que vous en ayez une de 1000 hectares, en fait, vous êtes sur un prix à l'hectare. On est sur un risque assurantiel, donc s'il y a beaucoup d'hectares, il y a beaucoup de risques, donc le tarif est le même. Et en fait, on le ramène à l'hectare, et on a je vous dis, en fonction des cultures, si on est sur une vingtaine de pourcents de franchise à l'exploitation, on va avoir des sommes qui vont être de l'ordre de 6 à moins de 20 euros à l'hectare pour s'assurer. Donc ramener au produit à l'hectare, c'est quelque chose qui finalement coûte moins cher qu'un passage de tracteur avec un outil, quoi. Aujourd'hui, seulement 30% des agriculteurs seraient assurés climatiques. Mais le système assurantiel, il faut le rendre plus attrayant, parce que finalement vous avez deux questions. La première, c'est de dire, on fait une assurance, ce qu'on dit socle, une assurance coup dur, si on peut l'exprimer ainsi, qui coûte pas cher, mais qui ne déclenche pas souvent, peut-être une fois dans sa vie. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'aujourd'hui, il commence à avoir un certain nombre de producteurs, alors un peu comme aux États-Unis, sauf que c'est complètement différent, parlent d'assurance chiffre d'affaires. Et là, je dis, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que j'estime que l'assurance climatique, elle doit être basée sur le volontariat. En aucun cas, elle doit être obligatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que justement l'aide de la politique agricole commune que nous recevons pour chaque hectare est sans doute aussi une des meilleures assurances. Parce qu'elle permet chaque année, on sait combien l'aide correspond pour un hectare.